Donc moi je m'intéresse énormément aux jeux vidéo dans ma pratique, comme centre d'intérêt, mais surtout comme médium dans ma pratique artistique. Donc je vais manipuler le jeu vidéo soit en modifiant les fichiers du jeu pour l'envisager comme d'un studio de tournage, être capable de manipuler les personnages d'un jeu et scénariser des courts-métrages, mais aussi beaucoup dans la manière dont, quand on va jouer tout simplement comme une expérience de jeu, qu'est-ce qui va se produire. Donc comment le jeu déjà peut proposer des expériences collectives, que ce soit en jouant donc en ligne ensemble, mais aussi de manière mitoyenne, quel nouveau type de récit il va permettre d'amener. Et donc dans ma présentation, je vais vous présenter en premier différentes manières de se représenter dans le jeu vidéo. Parce que quand on joue, on est forcément donc vectorisé à travers un avatar qui peut être de plusieurs formes, que ce soit anthropomorphe ou donc allomorphe, qui n'est pas du tout humain. Et dans les avatars anthropomorphes, il y a donc déjà plusieurs types d'avatars. Donc, pas mal de jeux vont proposer donc ce qu'on appelle des contextes, ce que j'appelle des contextes scénarisés, c'est-à-dire que ça va être un jeu de rôle où on va incarner un personnage qui existe déjà. Donc là, on peut voir un des personnages d'un jeu qui est très connu, qui s'appelle The Witcher 3, qui s'appelle Geralt de Rive. Donc, dans le jeu vidéo, il y a tout un scénario qui, ici, en l'occurrence, est particulièrement dense. Et donc, on se retrouve à incarner ce personnage qui a un physique particulier et on va devoir s'approprier donc tout son background historique, scénaristique. Et là, ce qui va se produire, c'est qu'on pourrait penser que le fait d'incarner quelqu'un qui existe déjà, qu'on ne peut pas personnaliser, pourrait poser des difficultés d'appropriation. Sauf qu'un des points forts, on va dire, de ce type d'incarnation, ça va être l'écriture du scénario, en fait, où on incarne un personnage pour qui tout un scénario, tout un univers est créé. Donc on a tendance à oublier en fait sa propre personne et on est vraiment à la place de ce personnage. On va jouer son rôle sans se poser, en essayant même de s'approprier sa personnalité. Et donc là, tout va résider dans le travail des scénaristes et des développeurs qui vont devoir nous amener à découvrir ce personnage pour qu'on connaisse sa personnalité et donc qu'on puisse suivre les choix que va faire ce personnage au cours du scénario. Donc là, c'est une immersion qui est quasiment cinématographique, en fait, tout comme quand on suit le héros d'un film et qu'on est imprégné par ce personnage, on ne va pas se représenter personnellement dans ce personnage, mais on va être capable de suspendre volontairement son incrédulité tout le temps du film et d'accepter toute l'histoire telle que présentée par les scénaristes. Un autre exemple dans un contexte scénarisé, c'est dans le cas où on peut personnaliser son avatar. Donc, là, il s'agit d'un jeu qui s'appelle Fallout 4, donc c'est un autoportrait. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce jeu Fallout 4, c'est un jeu qui se passe dans un contexte apocalyptique, et on peut personnaliser son avatar, et donc là, tout le scénario est écrit pour correspondre à tout type de joueur. L'identité de l'avatar en tant que personnage n'existe plus, et on se retrouve donc avec un avatar à notre image, ou pas d'ailleurs. Et ce qui est intéressant ici, c'est que, étant donné le contexte particulier de ce jeu, donc le monde est ravagé par une guerre nucléaire, et donc on ne peut pas personnaliser son avatar n'importe comment. On doit s'approprier en fait les codes du jeu pour créer un personnage qui correspond à l'univers. On ne peut pas faire n'importe qui, n'importe quoi, quelqu'un de contemporain, etc. On est obligé de manipuler des éléments que le jeu nous propose. Ensuite, un autre type de représentation d'avatar encore différent, c'est dans un contexte de jeu d'action. Donc ici, c'est Monster Hunter World. Il n'y a pas de scénario à proprement parler, où on va dire que le scénario sert de prétexte. C'est avant tout un jeu d'action et de combat qui va nécessiter un entraînement et l'apprentissage de compétences. Et on peut personnaliser son avatar, mais là, c'est en fait uniquement une question d'apparat. C'est un jeu qui va se dérouler également en ligne, donc la personnalisation de l'avatar va servir vraiment de code d'identification pour les autres joueurs. Et tous les éléments de personnalisation, notamment en fait la tenue ou l'équipement de l'avatar, les armes, vont servir vont faire office de trophée. C'est-à-dire que plus les compétences du joueur vont être élevées, plus il va ramasser de points, plus il aura tel type d'équipement, et plus il va pouvoir être identifié par les autres joueurs en fonction de son niveau. Donc là, pareil, l'identification de l'avatar en termes personnels est quasiment inexistante en fait. On se retrouve avant tout avec une force motrice et des compétences qui vont plutôt se rapprocher en fait de quelque chose de sportif. Ensuite, un jeu qui est peut-être un peu plus connu, c'est les Sims. Donc les Sims, on peut là personnaliser un ou des avatars quasiment à l'envie dans un milieu contemporain.
Sauf que là, on n'est pas dans un système d'incarnation, on va se projeter à l'intérieur d'un personnage qu'on va mouvoir. Ici, l'avatar est représenté en fait à la manière d'un agent, c'est-à-dire qu'il est intégré à l'univers du jeu au même titre que la table de pique-nique que vous voyez ou le jacuzzi qu'il y a derrière. Du coup, le rapport à la personnalisation de l'avatar, il ne va pas tant se passer dans un rapport en fait personnel et identitaire, mais plutôt qui va être créatif et émotionnel en fait, puisqu'ensuite il va s'agir de prendre soin de ces petits avatars, de les faire vivre, de leur faire trouver un travail ou pas, enfin après c'est libre au jeu, mais voilà, il y a un détachement identitaire en fait qui va se produire et une filiation créative. Donc ici en l'occurrence c'est un peu particulier puisqu'il s'agit encore d'un autoportrait. Et ces deux personnages, donc moi en rouge et Karine Klonowski juste à gauche, ont été réalisés pendant une résidence de jeux vidéo que j'ai organisée avec un collègue au labo NRV, où l'idée c'était d'utiliser le jeu vidéo comme contexte de création et de voir ce qu'il allait résulter de différentes manières de jouer. Donc on a joué à plusieurs en même temps sur un jeu, on a joué côte à côte, on s'est raconté des expériences de jeu, on a élucidé des énigmes ensemble, on en a tiré des notes, des écrits, etc. Donc l'idée c'était vraiment d'appréhender le jeu vidéo au-delà de la simple expérience de jeu, mais vraiment dans ce qu'il allait apporter pour un travail collectif en fait, pour des échanges et comment la narrativité du jeu vidéo, de différents types de jeux vidéo, allait guider notre énergie. Et donc, une dernière manière de se représenter dans un univers virtuel avec un avatar anthropomorphe, c'est en réalité virtuelle. Où là, c'est un peu plus délicat, puisque là, quand on est en réalité virtuelle, déjà, on ne se voit pas, on ne voit pas son avatar devant soi. Donc, on est beaucoup plus proche, en fait, de notre représentation dans le monde virtuel. Et surtout, là, il s'agit donc d'un screenshot qui vient d'un jeu, je ne sais pas vraiment si c'est un jeu à proprement parler, mais qui s'appelle VRChat, qui est en fait l'évolution en réalité virtuelle de MSN ou de IRC Chat, qui est en fait un salon de discussion. Sauf qu'on est projeté dans cet univers à travers donc un avatar. Et on ne peut pas créer son avatar, mais d'autres gens le font pour nous. Et donc là, l'avatar a un statut un peu particulier, puisqu'il est complètement interchangeable, on peut changer à n'importe quel moment d'avatar, et on va aller puiser dans un contenu de créateur, dont la plupart du temps, ça reprend toute une iconographie plutôt pop, plutôt issue de jeux vidéo ou de personnages réels. Et donc, dans la conception de ces avatars, où là on a vraiment affaire à un contenu de créateur, il y a des univers tout entiers, en fait, qui sont des galeries, tout simplement d'avatars. Donc on va aller chercher notre avatar, comme au supermarché, donc... Là, on peut choisir. Donc, il y a vraiment des mondes qui sont exclusivement dédiés à la monstration d'avatars. Donc, c'est une esthétique très, très particulière. Voilà, par exemple, tout un tas de représentations différentes. Et donc, les gens se baladent dans ces mondes-là, tout comme on se promène au supermarché et on choisit nos biscuits ou notre café. Et donc, ce qui se passe aussi en réalité virtuelle, c'est donc, on est directement dans le corps de l'avatar. Donc, voilà, l'identification est complètement directe. Donc voilà, moi mes questions que j'avais par rapport à ces différentes représentations, c'est est-ce qu'il y a une différence de ressenti quand on incarne un personnage lourd et puissant, agile et véloce, petit ou discret? Est-ce que ça change vraiment de s'identifier à des rôles préexistants? Comment s'approprier le lore en fait d'un avatar? Donc le lore, c'est toute la mythologie du jeu vidéo, tout ce qui est créé justement par les scénaristes et développeurs pour consolider en fait un personnage. Donc ça va être par exemple la présence d'une mythologie, d'une archéologie, de civilisations passées, futures, etc., etc. Et la plupart du temps, il y a une problématique qui intervient souvent, c'est est-ce que l'avatar est muet ou est-ce que l'avatar est bavard? C'est-à-dire que dans le cadre du tout premier avatar que je vous ai montré, Gérald de Rive, le personnage prend la parole à notre place. Alors que dans les autres jeux, l'avatar est muet puisqu'on est censé s'identifier personnellement, donc hors de question que l'avatar parle à notre place, puisque ça risquerait de provoquer des conflits en fait entre l'identification du joueur et l'avatar. Et dans le cadre donc du dernier VRChat,
Là, l'avatar est bavard puisque le joueur interagit directement avec son micro audio et donc parle avec sa propre voix. Donc il est présent en tant que tel et pas uniquement à travers un véhicule, puisque avatar, ça vient de avatara en sanskrit qui veut dire en fait vaisseau. Donc voilà. Donc est-ce que la différence et la clarité peuvent être un obstacle à la vectorisation de soi? Donc je vais vous montrer quelques types maintenant d'avatars allomorphes. Donc allo qui veut dire autre en grec, tout comme anthropo veut dire humain. Donc ici on a un jeu qui s'appelle Katamari Damacy de Keita Takahashi, où je vais vous montrer un petit peu de gameplay parce que sinon c'est assez incompréhensible. En fait, c'est un jeu où on incarne ce petit bonhomme qui pousse cette boule. J'espère que vous voyez bien parce que c'est un vieux jeu, donc c'est pas en très bonne qualité. Et en fait, il va s'agir de faire rouler cette boule dans des décors pour accumuler des objets. C'est une boule qui est collante et qui va ramasser tout ce qu'on touche. Donc il y a un roi qui a fait tomber les étoiles par terre, et donc le but de faire rouler cette boule et de ramasser des objets, c'est pour envoyer ensuite ces balles d'objets à la place des étoiles qui sont tombées. Donc on est missionné comme ça par cette espèce de roi cosmique, et donc voilà, on va rouler notre boule dans des décors. Et là, ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'il y a une question d'échelle. Donc on commence avec une échelle très petite, on ramasse des épingles, etc. Plus la boule s'agrandit, plus on va changer d'échelle. Donc les niveaux et l'espace de jeu vidéo est pensé pour être explorable à l'échelle d'une gomme, mais ensuite, une fois qu'on est assez grand, on va pouvoir sortir de la maison et rouler sur des gens, sur des arbres, voire sur des maisons. Donc il y a toute une différentes strates de ce qu'on appelle donc de level design, qui est la manière dont est construit l'architecture d'un monde virtuel, qui va être imbriquée et qui va être pensée. Et donc ce jeu est assez intéressant parce qu'en fait on pousse cette boule à l'aide de 2 joysticks. C'était un jeu qui était sorti sur PlayStation. Donc un joystick, c'est une espèce de petit bitonio sur la manette qu'on peut faire bouger de manière circulaire. Et donc il y a un réel rapport en fait analogique avec ce mouvement. C'est que même si on incarne donc une boule, puisqu'en fait le personnage est complètement secondaire dans cette incarnation, on se projette uniquement dans ce rapport analogique en utilisant les joysticks. Et il y a aussi une analogie qui est faite assez intéressante dans ce jeu-là, avec le mythe de Sisyphe, puisque en fait, donc Mackenzie Ward, qui a écrit Théorie du gamer en 2016, il fait donc une analogie avec le mythe de Sisyphe, parce que c'est un travail de ramassage d'objets qui est complètement vain, et à chaque fois qu'on termine un niveau, on recommence. Et donc voilà, c'est tout un prétexte en fait uniquement de manipulation, de gameplay avec cette petite boule. Ensuite là je vais passer rapidement dessus, mais donc ça c'est un jeu qui s'appelle Giant, où on incarne une fourmi. Donc encore une fois une question d'échelle dans l'espace, et où là on incarne une fourmi donc à la première personne. Donc dans le champ de la caméra, on peut voir les petites antennes de la fourmi et sa mandibule pour essayer d'amener un peu plus d'immersion, mais ça, justement, pour moi, c'est un peu un exemple plutôt pauvre d'incarnation, puisque les développeurs ont ramené tout un tas d'effets pour essayer de justifier ou de renforcer l'illusion qu'on est vraiment petit, avec tous ces flous, etc. Donc voilà, c'était pour présenter aussi bien des choses qui marchent que des choses qui marchent un peu moins bien. Et donc, encore un autre jeu où on va incarner autre chose que soi, qui est un jeu d'un créateur qui s'appelle David Oreilly, qui s'appelle Everything, où dans Everything, on incarne absolument tout. C'est-à-dire qu'on démarre le jeu et nous sommes ici un ours. Et en fait, tout l'intérêt du jeu, il y a très peu d'interaction avec le décor, on se déplace tout simplement, on peut chanter et faire un groupe d'ours, donc passer d'un individu à un collectif. Et en fait, à tout moment du jeu, on peut passer d'une échelle à l'autre. C'est-à-dire que tous les éléments que vous voyez à l'écran, on peut les incarner. Donc on peut être un arbre, on peut être un caillou, on peut être ensuite une forêt, une île, etc., etc. Et on monte d'échelle, ou au contraire, on descend, on devient la coccinelle, le brin d'herbe, le microbe, la brindille. Donc je vais vous montrer quelques niveaux différents de ce jeu. Donc là, voilà, on est la coccinelle, avec les autres insectes. Puis on passe à l'acarien, au microbe, où je ne sais pas trop ce que c'est, mais
voilà, on peut descendre en fait, et donc chaque parcours dans ce jeu, si vous voulez, c'est un peu comme une courbe sinusoïdale où on va monter, puis redescendre, puis remonter, en fait, en traversant absolument chaque élément du jeu. Donc là, il n'y a pas tant de questions d'identification personnelle, c'est vraiment une exploration en fait, sauf que au lieu d'explorer un univers, une carte, une topologie, on explore une arborescence de connexion entre les choses, et donc tout le propos du jeu est un peu là, c'est la chose en soi en fait, et qu'est-ce qui va se produire, et dans cette idée de boucle. Je vais vous montrer quelques images de quand on est très grand dans cette échelle. Voilà. Donc là par exemple on est une île, après être passé de l'ours à l'arbre, à la forêt, on devient carrément l'île ou le continent. On peut changer d'île et donc se déplacer dans les différentes entités de manière horizontale, mais là il est passé à l'échelle supérieure, il est devenu la planète. Et donc cette planète, il peut se déplacer en tant que planète en fait dans cet espace galactique, et ensuite devenir le Soleil, ensuite devenir le système solaire, puis la galaxie, puis passer dans un espèce de tesseract et revenir ensuite à l'échelle du microbe. Donc voilà, le propos même du jeu, c'est vraiment cette idée d'hypercirculation en fait, et de poésie et d'appréhension du monde, de manière différente que simplement dans un espace en 3 dimensions. Je vais accélérer un petit peu. Ça, c'est un vieux jeu qui s'appelle Black and White, qui est, je trouve, intéressant parce qu'en fait, on y incarne un dieu. Et cette fois-ci, on n'est pas représenté par un avatar unique, mais on est représenté de manière diffractée. C'est-à-dire que le joueur en jeu a à la fois une main divine qui lui permet d'interagir avec le décor, comme là, on peut ramasser des arbres, taper dans l'eau, par donc un avatar, mais qu'on contrôle indirectement, qui est un avatar théréomorphe, donc ici en forme de singe, mais qui peut être un loup, etc. Et par la caméra. Donc les personnages du jeu vont s'adresser directement à la caméra, en fait, vont s'adresser directement au joueur et vont convoquer le joueur dans le jeu en tant que sa propre personne humaine derrière l'ordinateur. D'où le fait qu'on incarne une divinité. En fait, Mathieu Triclot, dans Philosophie des jeux vidéo, parle de l'univers des jeux vidéo comme un univers leibnizien, où tout va pour le mieux, un peu comme ce que Voltaire reprend en fait dans Candide avec le professeur de Candide qui s'appelle Pangloss, qui répète tout le temps que tout va pour le mieux dans le meilleur du monde. C'est l'idée que l'univers du jeu vidéo est programmé d'une telle manière, que de toute manière il est fini comme ça, donc il est au mieux. Et le joueur, quand il arrive dans l'univers du jeu vidéo, c'est le seul élément disruptif, donc qui est au courant que le jeu obéit à certaines règles et qui peut voir un peu l'envers du décor, qui va comprendre en fait toute l'architecture qu'il va y avoir. Et ici, ce jeu est tout particulier, puisqu'au lieu de placer le joueur dans une illusion, en fait, où les personnages du jeu d'habitude ne sont pas au courant que le joueur est un joueur, ici, voilà, le jeu s'adresse directement à l'humain qui va être en train de jouer. Donc, à travers tous ces types d'avatars, il y a aussi différentes manières de les manipuler ou de les incarner, que ce soit avec un clavier et une souris, une manette ou aussi un lip motion. Donc je vais vous montrer un petit extrait d'un travail que j'avais réalisé avec donc un lip motion, qui est un dispositif interactif à l'aide d'une petite caméra infrarouge qui va être capable de reconnaître le mouvement des mains. Donc qui va permettre de modéliser la main telle qu'elle dans le jeu. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai fabriqué tout simplement un jeu de construction avec des blocs, mais où en fait la matérialité des blocs n'est pas ce dont il a l'air. C'est-à-dire que là, ça a l'air d'être des cubes, mais leur physicalité, leur présence dans le monde est celle d'une sphère. Du coup, tout l'intérêt du dispositif était donc de mettre ses mains dans l'univers du jeu vidéo et d'y aller à tâtons et d'essayer d'obtenir une espèce de kinesthésie, en fait, où ce qu'on voit n'est pas exactement la réalité. Il faut essayer de sentir dans l'air, d'essayer de manipuler avec ses doigts pour essayer de voir un peu ce qui se passe dans ce dispositif interactif. Donc voilà, c'était vraiment une petite expérimentation de manipulation en fait avec différents codes du virtuel et notamment de la 3D en fait, où un objet en 3D est composé de plusieurs éléments, une forme visuelle et une forme physique. Les deux peuvent ne pas correspondre. Et là, c'est un peu ce qui se passe. Ensuite,
Donc voilà, autant on peut interagir avec des différents moyens de contrôle, clavier, souris, manette, lip motion, mais aussi par exemple tenue de motion capture, autant on va recevoir aussi l'univers virtuel avec différents moyens. Donc les écrans, le casque VR, mais aussi tout simplement nos yeux, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs couches de perception en fait par l'univers virtuel. Et donc la combinaison en fait de ces différents facteurs de réception et d'influence vont amener à des niveaux d'immersion différents. Et on peut considérer que l'immersion totale, qui ne peut pas exister par rapport à un univers virtuel, serait notre immersion dans notre monde réel en fait, où on interagit avec le monde réel avec nos 5 sens, qu'on reçoit avec nos yeux, et donc on est dans une immersion totale dans la réalité. Si vous voulez, pour moi, le monde virtuel ou le monde réel, mais aussi le monde fictionnels ne sont pas si différents et tout sera une question justement de modalité d'interaction avec ces univers. Je vais passer un peu là-dessus. Donc voilà, donc dans mon travail théorique que je vais réaliser au labo NRV, ça va, on voit bien, j'essaie justement de décortiquer en fait toutes ces modalités d'interaction en partant de l'univers virtuel, mais aussi ensuite j'étends donc à d'autres sphères. Et donc là, vous voyez certainement plein de mots un peu bizarres parce que, en fait, donc là, vous avez dû remarquer, j'ai dit énormément de fois univers virtuel, personnage virtuel. Et donc, ce que j'essaye un peu de faire, c'est une proposition poétique de nouveaux mots pour parler de ce genre d'interaction et de modalités d'interaction. C'est pas du tout pour forcer l'usage d'un nouveau langage, mais vraiment pour essayer de spéculer et en essayant de nommer les choses, de les identifier et voilà. Donc, par exemple, ici, le processus de l'apparition de l'image à l'écran. Ici, ce serait plutôt différentes manières d'interagir avec des personnages non joueurs de jeux vidéo. Personnages de jeux vidéo que j'appelle donc anadiome, comme la Vénus anadiomène, en fait. Ana, qui veut dire sortir, en fait, donc des éléments qui, comme nous, comme un avatar, en fait, mais non incarné. Donc, qu'est-ce qui reste quand on enlève le joueur de l'avatar? Un anadiome. Donc, voilà, des propositions, en fait, de néologismes que je fabrique en faisant un peu d'étymologie. Donc voilà, différents degrés d'immersion et de concentration. Donc l'état d'immersion totale dans le monde réel, mais aussi, par exemple, qu'est-ce qui va se produire quand on travaille à l'ordinateur, qu'on est complètement absorbé par notre écran, sauf qu'on interagit avec notre ordinateur avec un clavier et une souris. Donc c'est une manière de faire qui est très particulière, qui passe par un outil. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va ressentir dans nos bras, dans nos mains, comment on va penser à cet état-là, etc. Tout ça, c'est des problématiques qui, moi, m'intéressent dans ma pratique. Mais aussi, voilà, quand on regarde un film ou un match de rugby, je vois que je vois mon papa regarder un match de rugby, il suit la balle avec son corps comme ça, et donc il y a une réelle projection de lui dans l'univers, pour l'instant virtuel, du match qui se déroule à la télé. Donc c'est autant de problématiques qui m'intéressent que celles des jeux vidéo. Et j'ai encore un peu de temps. Donc voilà, la dernière partie, ce serait une fois dans l'espace, qu'est-ce qui se passe en termes d'espace, comment se dessine la topographie. Donc j'en ai déjà un peu parlé avec Everything ou Katamari Damacy, avec ces strates de level design qui sont pensées. Donc voilà, Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmologologie. Il prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause et que, dans ce meilleur des mondes possibles, le château de Monseigneur le Baron était le plus beau des châteaux et Madame la meilleure des baronnes possibles. En fait, quand Voltaire, dans Candide, va se moquer un peu de Leibniz, donc qui parle d'univers optimum, qui ne peuvent pas exister autrement. Dans un monde virtuel, les différents personnages et agents qui le peuplent coexistent à leur manière et selon leurs règles, et le joueur qui arrive est un élément perturbateur. Donc voilà, moi, à partir de toutes ces problématiques-là, les questions que je me pose, un peu naïvement, un peu poétiquement, c'est que reste-t-il d'un monde virtuel quand le joueur n'est pas là, quand il n'active pas l'espace? Et donc, dans mes recherches, ça m'a amené vers le travail de Jacob van Uexküll, qui amène les concepts d'Umwelt et d'Umgebung, où en fait, l'Umgebung serait l'environnement, l'univers dans lequel nous coexistons tous et dans lequel nous interagissons,
et qu'il différencie de ce qu'il appelle le milieu, l'Umwelt. Le milieu serait constitué, ce serait en fait un monde uniquement sensible, constitué donc de tout ce que nous projetons avec nos différents organes perceptifs, et qui serait propre à chacun. Et donc dans son travail, il va parler notamment, la partie la plus connue, c'est l'exemple de l'Attique, et du monde de l'Attique qui n'est composé que de 3 sens, et donc comment essayer de se représenter le monde de l'Attique. Et donc, j'ai essayé de me poser la question, qu'est-ce que pourrait être l'Umwelt, en fait, d'un personnage de jeu vidéo, vu que c'est une représentation d'un monde, que l'espace est une simulation, comment est-ce qu'on peut essayer d'envisager l'espace depuis l'intérieur d'un jeu vidéo? Donc, je me suis posé la question de l'horizon, l'horizon qui marque, en fait, la limite entre ce qui nous est envisageable et ce qui ne l'est pas, un peu à la manière de l'Umwelt de Jacob von Uexküll. C'est que l'horizon n'est pas simplement une ligne telle qu'on peut le voir quand on regarde un paysage, mais il se déploie en fait tout autour de nous, porté par ce qu'on est capable de voir. Donc comment se profile l'horizon au sein d'un univers virtuel? Mon idée c'est que l'horizon, du coup, c'est quelque chose qui bouge, qui n'est pas une ligne, qui est flou, qui est épais, qui va constamment changer. Et donc, plusieurs possibilités au sein d'un jeu vidéo. Soit il est dessiné fixe, immuable, comme un décor de théâtre. En fait, il va être représenté au fond d'une carte par un dessin de montagne qui vont donner l'illusion qu'il y a quelque chose au-delà de la carte. Soit il évolue dans le cadre de la caméra et le mouvement du joueur. La caméra donne l'impression d'être fixe et le sol donne l'impression de se dérouler comme un tapis roulant sous les pas du joueur. Et donc je vais vous montrer un petit bout d'une vidéo performance que j'ai réalisée dans un jeu qui s'appelle Skyrim, qui s'appelle Marche vers l'Est. Skyrim qui est un grand jeu de rôle où après une grande partie du jeu, j'en ai eu un peu marre en fait de jouer le jeu tel qu'il était prévu pour. Et j'ai décidé d'aller tout à l'est de la carte et de franchir la dernière montagne du jeu. Et donc au-delà, donc là on peut apercevoir la carte du monde avec toute la partie en bas à gauche qui est censée être la partie qu'on peut explorer. Et autour de la carte, rien n'est représenté, sous-entendu qu'on ne peut pas y aller, qu'on ne peut pas y accéder. Et donc en modifiant un peu les fichiers du jeu, j'ai réussi à franchir la dernière montagne qui est censée empêcher le joueur de sortir de l'espace du jeu pour découvrir cette espèce de no man's land. Et donc j'ai marché pendant 1h30 en appuyant sur la même touche de mon clavier. Donc c'était particulièrement long et en fait j'essayais la question un peu que je me posais à ce moment-là, c'est le jeu est sorti sur CD, donc sur un support physique gravé avec des 0 et des 1, donc il doit bien y avoir une fin, le truc peut pas être infini. Et ben en fait si. Le truc est infini et en fait les développeurs ont utilisé un stratagème pour, vous voyez là on voit donc l'horizon avec cette espèce de petite ligne un peu floue, un peu sombre, l'horizon qui en fait n'en est pas un du tout puisque donc après tout mon périple j'en ai eu marre et avec un cheat code j'ai fait voler mon personnage pour prendre un peu de hauteur. Et il s'avère en fait que depuis 1h30, je courais sur un petit carré plat de terre avec un vignettage qui donnait l'illusion que le monde s'étirait à l'infini. Voilà, donc impossible en fait de sortir, de trouver une fin à ce jeu, de rencontrer un mur, je sais pas, une mort ou quoi que ce soit. Mais on était dans une espèce de vertige, pris au piège par les développeurs. Impossible de faire quoi que ce soit. Voilà, et je vais peut-être finir là-dessus. Voilà. Donc sur cette fin un peu... Tu veux ouvrir aux questions ou pas? Oui, ouais, voilà. Je ne sais pas si vous voulez revenir donc, sur plusieurs éléments. Ouais, j'espère que c'était pas trop... En bidouillant les fichiers, ça veut dire quoi précisément? Ça veut dire qu'on peut mettre des choses de côté et aller explorer la topographie du jeu Exactement, oui. En fait, dans certains jeux, quand les développeurs créent un jeu vidéo, ils utilisent, pour débugger le jeu avant de le vendre et de le publier une dernière fois, au grand public, ils intègrent quand même quelques outils qu'on dit de debug. En fait, en appuyant sur une touche qu'il faut parfois activer en modifiant un petit fichier texte dans le jeu. Voilà.
Ici, on voit donc la console de debug. Donc, une fois que cette console est activée, ça nous permet d'insérer du code directement dans le jeu. Donc ici, c'est un code très simple qui s'appelle TCL, qui veut dire Toggle Collision On, ou Toggle Collision Off. Et donc, une fois qu'on désactive les collisions, le personnage n'a plus de physicalité au sein du monde et peut donc traverser la montagne. Donc là, on passe dans le décor du jeu. Sous le décor, on voit ce qui n'est pas censé être visible par le joueur. Donc on va voir tous les artefacts, on va voir les rochers qui flottent, etc., etc. Ce qui est assez marrant, c'est que des fois, on trouve en fait des surprises avec ce genre de manipulation. Comme par exemple, dans un jeu qui s'appelle World of Warcraft, il y a une ville entière qui est complètement inaccessible, qui a été découverte dans les nuages, pareil, par un joueur qui a fait à peu près comme moi, qui a réussi à s'envoler en dehors de la carte, et il est tombé sur l'intégralité d'une ville complètement vide, mais modélisée, bien présente. Alors, est-ce qu'elle était censée servir pour une phase de jeu plus tard? Est-ce que, voilà, on ne sait pas trop, mais donc il y a des espèces d'éléments fantômes comme ça qui peuvent parfois arriver, qui sont assez intéressants à découvrir. Donc voilà, l'idée un peu de tout ça, c'est aussi de montrer qu'on peut envisager l'espace numérique vraiment comme quelque chose à explorer, quoi, en fait, et que le corps du jeu, son scénario, son avatar, etc., est une structure et qu'il peut se passer énormément de choses, en fait, en essayant d'aller au-delà de ce qui apparaît tel quel.